Bienvenue dans Long Fleuve Tranquille, un podcast où j'ai décidé de vous présenter des parcours professionnels, sportifs, artistiques, ou tout simplement des passionnés qui ont choisi d'être acteurs de leur vie et pas spectateurs. À travers ces entretiens et le parcours des invités, je souhaite vous faire découvrir des chemins qui pourront peut-être vous inspirer. C'est que peu importe le nombre de parts sociales que tu as, tout le monde est égal, tout le monde a un droit de vote. Tu as visité d'autres coopératives? Ouais. Mais je pense que c'est parce que les fonds bancaires sont eux-mêmes structurés en coopérative. Du local évidemment, au Ouais. plus près. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné, hein, ça. Nous, on a plus une population qui utilise, au niveau des clients, qui utilise Facebook. Mais moi, quand j'étais gamin, mon bonheur, ou même quand j'étais adulte, mon bonheur, c'était d'aller faire les courses pour mes parents le samedi. On rêvait possible. On conseillera de faire de l'ultra-trail alors. Pour débuter, je vais vous demander, si vous voulez bien, de vous présenter. Peut-être d'abord Bernard, puis on fera comme ça. Bonjour, je m'appelle Bernard, voilà, je suis employé à la coopérative Cœur de Village depuis sa création en 2019. Je suis responsable du magasin au niveau des achats, du réassortiment, etc. J'ai 63 ans et voilà. Pour ma part, c'est Alexandre, j'ai 27 ans, c'est moi le dernier venu parmi cette portée. On a le même âge. Oui, voilà, on a le même âge. Et donc ici, j'occupe la fonction de directeur depuis le 12 janvier, donc c'est tout frais, ça fait, là c'est ma 6e semaine. Donc moi, c'est Lisa, j'ai 25 ans. Ça va faire 3 ans que je suis à Cœur du Village. Donc j'ai d'abord été 2 ans et demi comme bénévole. Et puis là, je suis sous contrat CDI. Donc je m'occupe à la fois de tout ce qui est réassort dans le magasin avec Bernard et je m'occupe de tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. D'accord. Et si on peut parler un peu de vos parcours, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé ici à la coopérative? Je sais pas, qui veut commencer? Alors, moi, c'est un parcours un petit peu spécial. Donc en fait, dans le bâtiment ici que la coopérative occupe là depuis sa création, on a tenu un magasin avec une enseigne de la grande distribution, avec mon épouse pendant 35 ans. Et à l'aube des 35 ans, notre contrat se terminait à la grande distribution. On a décidé d'arrêter, de ne pas poursuivre l'aventure plus loin pour diverses raisons. Et donc voilà, donc on avait dit qu'on n'irait plus jamais dans l'alimentation, etc. Après autant d'années de prestations. Et puis le magnifique projet s'est créé très vite, où les gens se sont rendus compte qu'il fallait un magasin d'alimentation, c'était bien utile. La coopérative s'est mise en place après maintes affaires. Et voilà, donc moi j'ai réintégré le bâtiment et la coopérative. Donc, on a terminé en 2018 en mai 2018. Et donc moi je suis devenu employé en mai 2019. En préparant le podcast, j'ai vu que justement suite à cette volonté d'arrêter la supérette, il y a l'ADL, c'est ça, l'Agence de développement local Tintigny AB, qui a essayé de trouver un repreneur et finalement personne n'a été trouvé. Voilà, il y a eu quelques repreneurs en fait intéressés jusqu'à un certain moment. Mais il n'y a pas eu de crédit bancaire, ça. Voilà, et donc ça s'est tombé à l'eau. Et donc effectivement l'ADL a lancé une grande question aux gens du village, de la commune et des alentours en disant mais est-ce que vous voulez encore un magasin de village, est-ce que c'est utile, etc. Et le retour a été tellement positif dans les semaines qui ont suivi ce questionnaire que voilà, tout s'est mis en place très vite avec quelques villageois, parce que c'est des gens du village, donc qui font partie aussi du conseil d'administration maintenant, donc qui ont monté les dossiers, etc. Et puis sur une année, je pense, une année, tout s'est mis relativement en place. Et justement, dans cette enquête, si je ne dis pas de bêtises, les citoyens, il y en avait une partie qui était prêt à participer financièrement à cette idée de coopérative citoyenne, si ça se mettait en place. Et du coup, qu'est-ce qui a été décidé après, suite à cette enquête?
Suite à cette enquête, donc, effectivement, comme tu dis, il y a des personnes qui se sont mises en place. Il y a eu un conseil d'administration qui est toujours à peu près le même encore à ce jour. Et puis, voilà, on est allé démarcher un petit peu à gauche, à droite pour expliquer le projet, pour essayer d'être soutenu financièrement, pour avoir des coopérateurs, des coopérateurs qui ont mis un petit peu d'argent. Donc tout ça s'est mis en place sur, je pense, 6 mois grosso modo, si je me souviens bien. Et puis une fois que la structure a été faite, voilà, le conseil d'administration a élevé des fonds auprès des banques pour pouvoir acheter la surface commerciale, parce qu'elle appartient à la coopérative, elle n'est pas en location. Donc ils ont acheté le bâtiment. Et puis voilà, et donc il y a des coopérateurs qui se sont inscrits à la coopérative. Donc je pense qu'on est, sans être dans le secret, au moins 300, je pense. 300 coopérateurs? Je pense, oui, si pas plus. Mais donc des coopérateurs qui soutiennent le projet, puis des coopérateurs qui le soutiennent aussi activement. On a une soixantaine de coopérateurs. Et là, ils sont une soixantaine de coopérateurs. Donc ça, c'est des personnes qui, chaque mois... Pour aller à la caisse, Okay. travailler dans le magasin, quand il y a des travaux à faire. Et ça, c'est de façon périodique, ou c'est simplement quand quelqu'un dit « maintenant, je suis disponible, c'est possible pour moi », ou il y en a vraiment que c'est de façon régulière? Il y a des réguliers, il y en a que c'est plus quand ils ont du temps à accorder à la coopérative. Mais ils sont quand même assez tous réguliers, je pense. Et ça, au niveau des plannings, est-ce que c'est facile à gérer? C'est pas toujours facile, non. Heureusement, on utilise une application qui s'appelle Agendrix. Et en fait, là, par exemple, on va facilement répertorier les personnes pour faire des shifts à la caisse. Mais oui, parfois, il y a des horaires qui sont pas toujours faciles à combler. On va dire, par exemple, la veille d'un jour férié ou... enfin bref, pour X ou Y raison, parfois, on peut faire des demandes pour combler. Mais heureusement, on a toujours, je pense, ce noyau dur qui peut toujours venir dépanner. Donc, on a vraiment cette chance. Et pour reparler justement du noyau dur, au début, quand ça s'est mis en place, vous avez fait des visites d'autres projets? On est allé visiter plusieurs projets. On est allé visiter d'autres coopératives, Agricovert à Namur, Biscope à Bruxelles, et à Ytre aussi, dont j'ai oublié. J'ai vu Scarbeck et Jean Blou aussi, oui, c'est ça? Mais Jean Blou, c'était Agricovert. Ok. Et une autre petite coopérative à Ytre. Et voilà, donc on a fait un petit peu le tour, on a pris un petit peu la température, voir comment ça se mettait en place, etc. Mais on a eu aussi la chance, pour se lancer, d'être accompagné par mon premier collègue, qui était Pierre Alexis, qui avait déjà monté des projets coopératifs du côté de Saint-Hubert, Palisol, et donc qui a vraiment soutenu le projet et qui l'a lancé pendant 2 bonnes années, je vais dire, et là qui a beaucoup aidé tout le monde, parce que voilà, on arrivait un petit peu dans de l'inconnu, quoi. Pour moi, c'était totalement inconnu, et pour les autres, voilà, c'était une découverte aussi, quoi. Et justement, le noyau dur, comment il s'est formé? C'était simplement les gens qui étaient les plus impliqués, les plus motivés, ou... Oui, le noyau dur, entre guillemets, je vais dire, c'était des gens qui se sont impliqués directement, qui ont mis un petit peu d'argent pour démarrer, et donc qui étaient une dizaine de personnes qui ont fait directement le conseil d'administration, qui ont eu l'acte notarial, etc., donc faire tout ce qui est administratif. Et puis autour de ça, il nous greffait vraiment tout le... Et ça, dans ce noyau dur, il y a combien de personnes? Je pense que c'est 10, si je ne me souviens. Dans ces eaux-là, oui. Dans ces eaux-là, plus ou moins 8 ou 10 personnes, parce que ça bouge un petit peu. Et donc chaque année, vous faites une AG avec eux? Oui. Avec eux, et puis avec tous les coopérateurs aussi. Tous les tout le coopérateurs monde est sont invité. invités. Oui. Ok. Donc chaque coopérateur a un droit de vote? Enfin, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Donc, allez, je veux dire, une coopérative, la différence avec une SRL ou une société anonyme classique, c'est que peu importe le nombre de parts sociales que tu as, tout le monde est égal, tout le monde a un droit de vote. Tandis que dans une société anonyme classique, on va regarder quel est le pourcentage de capitaux que tu détiens. Et donc, je veux dire, dérivé de ça, il y aura ton pourcentage de vote. Mais ici, c'est vraiment le principe d'un homme, une voix. Ah, ok, donc c'est pas en fonction du prix de la part ou de la quantité des parts? Non, pas du tout. Ok. Du coup, j'ai aussi vu avec Pierre-Alexis Roland le fait qu'il ait aidé au départ. Et dans l'article que vous avez sur votre site, on parlait d'organismes bancaires alternatifs. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que c'est par rapport à une banque classique?
Il me semble que c'est le fonds J'ai du mal à en parler à ce Alter, niveau-là, justement. C'est le fonds Alter, oui. Mais moi, à ce niveau-là, moi j'ai du mal d'en parler. Ok. Je ne suis pas rentré Dans le détail, ouais. dans les détails à ce niveau-là. Oui. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est parce que les fonds bancaires sont eux-mêmes structurés en coopérative. Les banques, classiquement, c'est plutôt aussi des sociétés anonymes, des SRL, des mastodontes, et donc ça, c'est peut-être un peu leur particularité, Ok. mais sans plus de certitude. Et peut-être aussi qu'ils financent des projets comme Cœur de Village, quoi, qui sont en lien. Oui, beaucoup. Je pense que c'est Alter, je pense, oui, suit beaucoup de projets du type de Cœur de Village, en tous les cas. Et ça m'étonnerait fortement que, on va dire, l'argent dégagé en accordant un prêt après soit réinvesti dans du pétrole ou Ouais, des c'est choses ça. comme ça, quoi. Et les coopératives que vous aviez visitées, c'était le même système de fonctionnement que Cœur de Village ou c'était un peu différent? C'est un peu différent parce que je pense qu'on est, entre guillemets, un petit peu unique, en tous les cas dans la région. Ce qu'on a été visité, Biscope, etc., c'est déjà beaucoup plus gros, encore plus gros que nous. Mais ils fonctionnent un petit peu différemment. Ils n'ont pas des produits conventionnels. C'est uniquement basé sur du local. Parce que la coopérative Cœur de Village a la chance, pour que tout un chacun s'y retrouve, c'est d'avoir du conventionnel avec chez Colruyt et d'avoir des producteurs locaux, quoi. Donc un mixte des deux. Et dans les coopératives qu'on est allé visiter, effectivement, ce n'était que du local, ce n'était que des produits locaux. J'ai aussi pu voir avec la formation des coopérateurs que des groupes de travail s'étaient formés. Combien il y en a et sur quoi ils travaillent exactement? Au début, on en avait pour Il y avait beaucoup de groupes de travail qui se sont constitués, oui. tout ce qui était recherche de produits. Donc aller faire des partenariats avec des producteurs locaux? Rechercher des producteurs locaux, rechercher des produits. On avait un groupe communication, réseaux sociaux, événements. Ça, c'est ton groupe? Non? Ouais. Comptabilité. Il y a un téléphone qui est tombé. C'est moi, Oui. c'est pas grave. Mais ils sont un peu dissous au fur et à mesure du temps, parce que je pense que... Il n'y a pas assez d'implication. Un peu essoufflé, je pense. Ouais. Mais pour revenir à ce que Lise a dit, dans la création, en fait, ce qui a été très important, outre le secteur financier, qui est aussi quand même important, mais il y avait le secteur donc achat produit, donc il a fallu démarrer à la base. Donc il a fallu trouver les producteurs, les contacter, faire le choix des bons produits, etc. Donc là on était un groupe de, si je me souviens, une dizaine de personnes à ce moment-là. On se réunissait... C'était les gens du noyau dur ou non, c'était pas les gens forcément du noyau dur, non, des gens qui sont venus s'intégrer une fois que la coopérative s'est lancée. Et donc on a contacté des gens qui avaient déjà travaillé ou qui travaillaient un petit peu dans l'ombre des producteurs locaux. Et donc on a récolté tous les renseignements, tout ce qu'on avait en produit, ce dont on avait besoin, faire un choix, etc. et les intégrer dans la coopérative. Donc ça a été un très très gros travail. On se réunissait, je pense, une fois tous les 15 jours. Et voilà, donc il fallait... Et c'était quoi votre ligne directrice pour choisir les producteurs? Du local, évidemment, au plus près. On a toujours travaillé en essayant de trouver le plus près possible, et puis suivant les produits, on s'étend et on recherche un petit peu plus loin, parce qu'on va aussi dans la Meuse française, etc., où on sait avoir d'autres produits, mais la ligne directrice, c'était qualitativement, c'était pas uniquement le bio, mais une agriculture aussi raisonnée, et puis voilà, ils travaillaient au plus proche de chez nous, et on a eu la chance qu'on a été entouré par des personnes qui étaient dans le monde du local depuis bien longtemps. Et donc on a réussi à avoir pas mal d'infos à ce niveau-là et ça s'est très vite créé en fait. Et ça, il y avait de l'intérêt d'un point de vue des producteurs, ils vous ont facilement suivi? Oui, parce que le projet les intéressait, je pense. Donc voilà, les projets l'ont intéressé. Et puis une fois que la machine s'est mise en route, on a eu la chance assez vite, je vais dire, et encore plus maintenant, c'est que des producteurs viennent frapper à notre porte. Et avec le bouche à oreille. Et la réputation. Et donc, parce que la coopérative essaie de mettre en vitrine les produits locaux en fait. Pour reparler des coopérateurs, vous savez combien il y en a? Enfin, vous me l'avez dit, non? 300 et une soixantaine actifs. Ceux qui sont actifs, c'est ceux qui viennent travailler ici? Ok.
Oui, un peu le critère, c'est quelqu'un qui viendrait faire un shift par mois. Donc un shift, ça représente grosso modo 3 heures. Donc si quelqu'un fait 3 heures par mois, on considère que le coopérateur est actif. Ok. Et au départ, justement, pour pouvoir mener à bien le projet, le montant qui a été levé, vous vous souvenez, c'était combien? Ça, je sais pas. Ah, c'est pas. Dans les chiffres, je suis pas bon. Ok. Celui-là en tous les cas. Celui-là en tous les cas. Moi, je n'ai pas non plus le chiffre historique. Ouais, ce que j'avais vu, du coup, le projet a commencé et après, il y a eu une AG pour justement acheter le bâtiment, c'est ça? Oui. La surface commerciale. En 2018. Ouais. En 2018. En 2018, il y a eu l'achat du bâtiment, de la surface commerciale. Et puis avec l'étage par la suite, donc quelques mois après, je pense. Et puis entre 2018 et mai 2019, il y a eu les travaux qui ont été effectués. Et ça, justement, dans l'article, on en parlait, c'est les coopérateurs qui ont aussi aidé à faire les travaux. C'était Ouais. une fourmilière. Une fourmilière tous les week-ends, c'était impressionnant, c'était magnifique. Moi, je ne croyais pas du tout à la réorganisation complète du magasin, donc ils ont tout démonté, quoi. Donc, tous les frigos, les plafonds, enfin tout le magasin a été mis à nu. Et donc le week-end, il y avait 30, 40 personnes qui travaillaient. On avait des gens qui étaient. On a eu un chauffagiste qui est venu monter la chaudière, on a eu le peintre du village qui est venu mettre les plafonds en couleur. Mais c'est fou de se dire que c'était du impressionnant. bénévolat en fait. Ah oui. Bénévolat. C'est- On se retrouvait. Donc vous avez réussi à faire que avec ça, quasiment. Tout à fait. Ah, mais Ah, tout à c'est- fait, oui. Ah oui, tout à fait, oui. Tout a été fait du bénévolat. Oui, oui. Et, le peintre il venait mettre les plafonds bénévolement en couleur, etc. Enfin, c'était impressionnant, impressionnant. Les week-ends, les samedis, les dimanches, c'était une vraie fourmilière. Ouais. Au niveau de l'encadrement des coopérateurs, à part le fait de faire les plannings, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que chaque fois vous réexpliquez ou En fait, nous on est là au quotidien, on a toujours un employé et un coopérateur. Et le week-end, c'est un étudiant et un coopérateur. Donc ils savent qu'on est là au quotidien. ils peuvent poser des questions? S'ils ont besoin d'aide, s'ils ont des questions. Et alors, quand on a un nouveau coopérateur qui rentre donc, à Cœur de Village, il est accompagné par un ancien. Et après, c'est eux qui prennent leur shift librement, comme ils le sentent et comme ils ont envie de le faire. Ok. Et est-ce que vous mettez en place des remplaçants si jamais il y a des malades? Au pied levé. Ouais. Ok. Vous n'avez pas une liste de personnes réserve? Il y a toujours des gens qu'on sait qu'on peut appeler. Mais... Ça arrive, mais on a la chance que ça n'arrive pas trop souvent Non, quand même, ça en va. fait. Oui. On a la chance qu'on peut compter sur les bons bénévoles. Et au niveau des employés, enfin équivalent temps plein, vous êtes 4 personnes, c'est ça? Ouais, mais il n'y a que Bernard et Alexandre sont à temps plein. Ok. Moi, je suis à 4/5e. Et on a un prochain, ou une prochaine collègue plutôt, qui va arriver. Et elle sera à 4/5e aussi. Ok, donc Ouais. 5. Donc Enfin, 3,6 équivalent ouais, temps ouais, plein. Mais j'ai aussi pu voir que vous aviez mis en place, en plus de la coopérative et ce que vous proposez comme produit, des stages do it yourself. Est-ce que vous pouvez en parler? C'est les stages faits en partenariat avec le centre culturel. Ça a été C'est Simon fait. qui gérait ça. Oui, ça a été fait quelques fois, mais c'est pas répétitif Ah, en fait. ok. Ouais. Avec le centre culturel, on a organisé quelques manifestations théâtrales, par exemple, Ouais. ou des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment du one-shot une fois l'année. Enfin voilà, le 2025 ne nous a pas permis de le faire pour diverses raisons. Mais voilà, oui, on a eu quelques partenariats. Et ça, c'était plutôt vous qui vous disiez on va faire ça et on va essayer de trouver quelqu'un, ou c'est plutôt quelqu'un qui propose? Non, ça venait plutôt de notre part. Ok. Plutôt de notre part, et on a une bonne synergie avec le centre culturel, hein, et donc voilà, donc un beau partenariat en tous les cas. Et donc on se disait, tiens, c'est l'anniversaire du Cœur de Village, on va essayer de faire quelque chose. Donc on se contactait ensemble et voilà, donc on organisait quelques manifestations comme ça. Vous faisiez ça en lien avec les groupes de travail ou?
Non, parce que le groupe de travail ont bien diminué depuis quand même là, maintenant. Maintenant, vous en faites encore ou... Il y en a encore. C'est nous quoi le groupe de travail. Ok. Mais certains quand même qui ont réussi à perdurer dans le temps, comme la comptabilité, qui sont encore présents et ils étaient déjà là au début, il me semble. Tout à fait, la comptabilité elle est dans la lignée, heureusement d'ailleurs, je pense. Hein. Oui. Mais pour tout ce qui est événementiel, on le fait nous-mêmes. On aimerait bien réussir à reformer des groupes de travail à long terme. D'accord. Ouais, ça c'est clairement un des objectifs, même je dirais un des défis actuels, c'est réussir à redynamiser, réactiver, peut-être créer de nouveaux groupes de travail. Je pense que ça fonctionne souvent comme ça dans les autres coopératives où on essaie en fait de bénéficier des travaux, plutôt des talents de chacun des coopérateurs qui peuvent aider de différentes façons. Allez, parfois on peut avoir un peu cette idée que pour aider dans une coopérative, on peut uniquement faire la caisse ou le réassortiment grosso modo ou pour un projet similaire à Cœur de Village, mais je trouve que c'est une idée reçue et en fait on pourrait très bien avoir quelqu'un comme on disait l'exemple de la comptabilité, de l'événementiel, il y a plein de multitudes et de différentes façons d'aider quoi et nous notre but aussi c'est d'accueillir tout le monde et on peut bénéficier de chacun, je pense. Et est-ce que c'est ouvert aussi à d'autres personnes qui ne sont pas forcément coopérateurs, les groupes de travail ou... Ça pourrait, mais l'idéal c'est quand même d'être coopérateur. Pouvoir participer à la coopérative. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Ok. Vous avez aussi mis en place un marché de Noël. C'est depuis le début, cette initiative? Je pense que c'est depuis 2020, je crois. Oui, donc, au moment du Covid? Mais non, c'était juste avant. C'était juste avant, je pense. Ok. Si je me souviens bien. Oui, donc voilà, tous les ans, on a un endroit qui est dédié au marché de Noël, où on accueille des artisans. On essaie de rester aussi un petit peu dans la région et diversifier. Et voilà, donc ça se passe tout le mois de décembre, évidemment, où ils viennent déposer leur création, leurs produits. Et je crois que c'est bien ancré là maintenant dans la... Donc ça c'est plutôt du non-alimentaire. Oui. Pratiquement du non-alimentaire. Même exclusivement. Ouais. Exclusivement du non-alimentaire. Ok. Voilà. Donc on leur met l'emplacement à disposition, on essaie de l'arranger au mieux. Eux viennent placer leurs produits et la vente se fait sur tout le mois de décembre. Quoi. D'accord. Au niveau du projet citoyen que vous avez développé, est-ce que vous pensez que c'est aussi rentable ou qu'il y a autant de pérennité qu'un projet classique? Est-ce que vous y voyez un frein, le fait que ce soit en coopérative ou... Moi, je ne le vois pas comme frein en tous les cas. Maintenant, c'est un travail complètement différent. Enfin, d'avoir travaillé dans la grande distribution, d'avoir eu mon magasin, d'être indépendant et de passer ici comme employé, la gestion est complètement différente. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent selon toi? Ça se gère complètement, ça se gère différemment. Parce qu'il y a plus de gens ou... Ça se gère complètement, ouais, c'est plus social. C'est plus social. Tu es indépendant, tu as ton magasin, tu as tes employés, tu as entre guillemets ton autorité, enfin ça se gère complètement différemment. Ici ce sont des bénévoles qui viennent travailler, il y a un lien social aussi, il y a des gens ils viennent prester leur shift, c'est peut-être leur seule sortie de la semaine, voilà, ça leur fait du bien de venir chez eux. Oui, ils ont un contact humain. Un contact humain, c'est voilà, chose qu'on a de moins en moins, je pense, dans les magasins et dans la grande distribution. Ouais. Dans d'autres domaines aussi. Dans d'autres domaines, c'est un peu pour ça qu'on n'a pas renouvelé nous, notre contrat non plus avec l'enseigne, parce que on perdait complètement... Là, c'était déconnecté à ce moment-là? C'était déjà bien déconnecté à ce moment-là. C'était déjà bien déconnecté, oui. Non, ici, c'est déjà que les bénévoles se sentent bien. Ouais. Et s'ils se sentent bien, il n'y a pas de raison que on n'est pas dans la pérennité de la coopérative. En tous les cas, maintenant, il faut tenir sur le long terme. Il faut pas c'est du travail. C'est un travail permanent quand même. Il faut pas que ça s'essouffle. Voilà, donc, il y a quand même un travail derrière tout ça pour que ça puisse tenir. Et est-ce qu'il y a un turnover des coopérateurs? Est-ce qu'il y en a qui s'en vont? Oui. Oui. Le Covid a bloqué quand même certaines personnes un peu plus fragilisées, etc., qui ne sont pas venues pendant X temps et qui n'ont pas repris le train en marche, quoi. Donc, parce qu'ils ne se sentaient peut-être plus capables de le reprendre, ou enfin voilà. Mais par contre, il y a de nouvelles personnes qui viennent régulièrement frapper à la porte aussi, c'est intéressant. Et on en cherche toujours de nouvelles. Et on en cherche toujours des nouvelles, évidemment. Il faut
Mais oui, ça bouge quand même un petit peu. Et ça commence à partir de quel montant si on veut devenir coopérateur? C'est 100 euros. Ok. 100 euros la part. Et il n'y a pas de limite? Non. On peut prendre autant de parts qu'on veut. Et justement, quand on est coopérateur, est-ce qu'on a des prix préférentiels sur la coopérative ou non? Ça, c'est une question qu'on a posée aux coopérateurs et en fait, ils ont décidé que non. C'est vrai qu'on voit souvent ça dans les coopératives où quand on est coopérateur, on a souvent 5% sur le panier total. Mais ici, ce n'était pas un choix qui a été posé par les coopérateurs. D'accord. Et au niveau des parts qui souscrivent, est-ce que s'ils veulent se retirer, c'est plus ou moins liquide ou comment ça se passe? Si vous voulez, donc, les parts, elles sont immobilisées sur un compte à part. Et donc, oui, si quelqu'un veut se retirer, il peut faire la demande et alors il va les rembourser. Il ne faut pas attendre que quelqu'un la rachète, c'est automatique. Non. Une fois que la personne se retire, c'est automatique. Mais ça doit passer, je pense, hein, je me trompe, mais ça doit passer par le conseil d'administration évidemment, oui. Et qui doit valider l'Assemblée générale. D'accord. Donc je pense qu'il faut attendre l'Assemblée générale pour valider. Oui, ça c'est de façon annuelle. De façon annuelle, ouais. D'accord. Autre question, comment on évite qu'une coopérative ça devienne juste un commerce? Je sais pas si... Je pense que c'est en gardant le lien social et en fidélisant les clients, mais pas juste avec leurs achats et pas juste avec l'argent, entre guillemets. Oui, essayer d'avoir un contact humain. Oui, voilà. Et on a notamment le petit coin cafétéria là en dessous, où nous on prend nos pauses aussi et souvent on accueille un client qui veut boire un café, et c'est comme ça, en discutant. En prenant le temps, c'est pas juste des clients, c'est pas juste des numéros. Oui, ça prend le temps, c'est important, essayer de nouer un lien avec chaque personne. Il faut que le client qui rentre dans la coopérative se sente bien. Ouais. C'est comme le bénévole, c'est comme l'employé, il faut qu'on se sente bien. Et à partir du moment où on se sent bien, on sait le... Oui, ça ruisselle. Ça ruisselle aussi. Et voilà, je pense que c'est... Oui, comme dit Lisa, l'humain passe avant le financier, si je peux dire ça comme ça. Et ça, c'est très important, évidemment. Même pour garder les bénévoles. Tout à fait. Oui, s'il y a une mauvaise ambiance, forcément... Le lien social, ça revient toujours le maître mot, je pense. Oui, je suis d'accord. Ça revient le maître mot. Et est-ce que vous organisez des événements avec les coopérateurs, je sais pas, des fêtes ou des... Oui, on essaye de le faire régulièrement. Déjà quand on fête l'anniversaire de la coopérative. Puis on essaye souvent en été de faire des after-work, et alors là, ça permet aussi de réunir les bénévoles. Et même entre eux, parce que comme ils font tous des horaires différents, il y a même des bénévoles qui ne se connaissent pas entre eux. Donc ça permet aussi qu'ils apprennent à se connaître. Oui, et puis plus de 300 personnes, c'est quand même beaucoup. J'imagine qu'ils ne viennent pas tous en même temps. Heureusement. Sinon, ça fait des sacrés films. C'est un peu compliqué. Et dans la gestion courante avec les coopérateurs, est-ce qu'il y a parfois des conflits ou est-ce que vous arrivez à gérer les tensions? Est-ce que ça peut arriver? Oui, il y en a eu, mais je pense que dans le nombre de bénévoles, c'est très... C'est rare. C'est très rare, rare, oui, c'est très très rare. C'est quelque part un peu... On est tous différents. Oui, ça c'est logique. C'est un petit peu à nous aussi à gérer les gens qui sont différents, avec leur caractère, avec leurs plus, leurs moins. Nous on doit s'adapter aussi aux bénévoles, ils doivent s'adapter à nous aussi, donc nous on doit s'adapter à eux aussi. Mais je pense que les conflits, il n'y en a quand même pas énormément, au vu des années qui viennent de passer. Avec une main, je crois qu'on a même plus cassé. Tout se passe bien, je trouve, en tous les cas. Dans 10 ans, vous voyez comment Cœur de Village? C'est une bonne question, ça. Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais comment vous aimeriez que Cœur de Village évolue?
dans la continuité de ce qu'on fait maintenant. Enfin, moi je serai à la retraite, hein, j'espère. J'espère en tous les cas. Mais j'espère que je pourrai bien faire encore mes achats ici. Et dans la continuité de ce qu'on a mis en place pour le moment, et toujours garder, on se répète régulièrement, mais toujours garder ce lien social, enfin tout ce qui a été mis en place dès le départ, que ça puisse continuer dans tous les cas. Moi je vois la coopérative comme ça, qui peut encore progresser que ça puisse évidemment. Grandir, mais que ça reste familial comme c'est maintenant. Ouais, garder le lien et prendre le temps, continuer de prendre le temps avec les gens. Continuer à prendre le temps, c'est ce qui manque régulièrement. Donc il faut garder tout ce qui a été, tous les acquis, tout ce qui a été mis en place. Je pense qu'il faut essayer de les garder au mieux pour que tout se passe pour le mieux. Et moi je pense que c'est bien parti en tous les cas. Maintenant il faut se remettre en question régulièrement. C'est comme tout. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné. Hein, ça comme dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Pour revenir à cette idée de développement, j'ai vu sur l'article du site que vous aviez aussi un centre d'affaires. Actuellement, il est occupé par Soul Tribal. Pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Et ça, c'est une ASBL qui fait de la promotion sur l'accès à l'art, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, ils occupent les bureaux à côté là. Ils nous les louent et ils organisent des activités artistiques. Je crois que c'est pour tout public. Oui, ça touche un petit peu à tout, je pense. Ouais. Ça touche un petit peu à tout. Et ça fait maintenant. Ça va faire 3 ans, je pense. Ouais. Ou 2 ans. 3 ans. 3 ans, je pense. 3 ans qu'ils nous louent les bureaux à côté. Ils louent l'entièreté de la surface disponible ? Oui, c'est ça. Ok. Et ça, ils sont venus à vous ou c'est vous qui avez démarché Nous, on a mis les bureaux en location. Vous avez mis une annonce ? On a mis une annonce et c'est eux qui sont venus vers nous. Ils étaient établis à Fratin ou à Busno, je crois que c'est Fratin. Et leur bail se terminait, ils devaient partir et trouver un endroit. Et donc voilà, l'endroit ici leur convenait bien, où il y a 3 bureaux, une grande véranda, pièce de vie. Voilà, donc ça correspondait bien à leurs besoins. Donc voilà, le tout est loué par Tribal Secret. Et l'idée, c'est d'essayer de développer encore ce côté-là ou pas forcément ? On ne pourrait pas construire un nouveau bâtiment. Là, le centre d'affaires, je pense qu'il n'est pas extensible. Mais oui, l'idée, je dirais, dans le bâtiment, il y a encore quelques endroits qui sont inoccupés, qui pourraient être utilisés pour faire d'autres choses. Donc je pense que oui, là, au fur et à mesure des années, il va y avoir certains endroits qui vont être aménagés d'une autre façon, mais peut-être pas forcément dans l'idée de faire un autre centre d'affaires. Peut-être on pourrait, l'endroit où on met le marché de Noël actuel, qui est utilisé un mois par an, l'utiliser pour faire des événements peut-être plus fréquents. Je pense que ça aussi c'est important de noter dans la coopérative, c'est qu'on voit beaucoup le côté du magasin, mais il n'y a pas que ça non plus. Hein. On essaie aussi de développer typiquement le centre d'affaires, ou peut-être à long terme avoir même un logement sous les toits, mais bon ça c'est en discussion. Je sais pas. Et quand tu dis c'est en discussion, c'est par rapport à l'aménagement de ce lieu-là ou... Oui, de ce lieu-là. Ok. En fait, au début, il y a quand même eu beaucoup de projets, mais c'est pas possible de tout réaliser en un instant. Donc, je pense que graduellement, ça va quand même se développer petit à petit. Je sais pas ce que tu en penses, Bernard. Tout à fait. Le bâtiment est immense, on ne se rend pas compte. Et il y a encore un étage qui ne sert à rien, des greniers. Enfin voilà, il y a énormément de place. Et moi, je pense que peut-être pour répondre à ta question tout à l'heure, dans les 10 années qui vont arriver, peut-être que ça c'est des projets qui des pistes éventuelles. Qui seraient bien amenées suivant le montant d'investissement, etc. quand même, parce que c'est pas... Et ça, vous referiez appel aux coopérateurs pour ce genre d'investissement ou quelle est l'optique? C'est des travaux différents. Hein. C'est différent. C'est des gros travaux. Ici en bas, le magasin, c'était de l'aménagement, de rafraîchissement, etc. Ici, c'est le toit, le chauffage, il faut monter des murs, c'est du gros œuvre, je pense. Donc là, vous feriez plutôt un crédit ou vous ne savez pas encore? Oui, c'est en discussion ça. Ouais. Mais bon, oui, les options qui s'offrent à nous, c'est appeler plus, de coopérateurs argent de la coopérative, faire en crédit, ou alors de par le résultat de la coopérative pouvoir s'autofinancer. Mais je pense que oui, à l'heure actuelle, la façon la plus simple pour typiquement parler des travaux de toiture, ce serait de passer par un emprunt, auprès donc d'un organisme de crédit alternatif. Et ceux qui ont permis
L'achat du bâtiment, c'est quoi l'organisme alternatif? Est-ce que vous avez le nom? Non? Je pense que c'est Walter. Oui, W-Alter. W-Alter. Donc c'est Wallonie Alternative, je pense que c'est C'est ça. en lien avec la fédération Wallonie-Bruxelles ou... Avec la région wallonne, hein. Ok. Donc ils ont une branche pour développer l'entrepreneuriat qui s'appelle Wallonie Entreprendre, et en fait il y a une sous-branche de Wallonie Entreprendre qui est Walter, le fonds Walter, qui est donc pour développer les projets, je vais dire, d'économie alternative. Et donc ça, vous devez remettre un dossier et en fonction de si ça accepte ou pas, vous avez le prêt, c'est ça? Oui, Ok. mais après c'est pas forcément... Ouais. Je pense qu'il y a aussi d'autres établissements de crédit, mais bon, ça, je suis pas trop sûr. Avec le recul, donc ce sera peut-être plus pour Bernard et Elisa. Si c'était à refaire, est-ce que vous pensez que vous referiez la même chose ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait changer? Sans aucun problème. Que je referais la même chose. Ouais. Sans rien changer? Non. Bah, Non, parce que je pense Non. que même s'il y a eu quand il y a eu des malentendus, des petits problèmes comme partout, ben, c'est ça aussi qui fait grandir et qui nous fait avancer dans la coopérative. Et franchement, on a un lieu de travail, on peut pas rêver mieux, quoi. Ouais, vous sentez bien et vous êtes en cohésion les uns avec les autres. On a un cadre de travail merveilleux. Ouais. Et pouvoir côtoyer des gens tous les jours, des gens différents, des gens de tout horizon, c'est Moi, j'ai enrichissant. jamais autant appris que depuis que je suis ici. Oui, c'est enrichissant. Et c'était ton premier job, toi ou... Moi, en fait, oui, parce que... Enfin, le deuxième. Ok, Et moi, je suis venue ici d'abord pour un service citoyen. ok. Et j'ai voulu rester. Alors, au début, c'était pas possible de me faire un contrat. Donc, j'ai dit que je restais comme bénévole parce que je trouvais ma place ici et je m'étais attachée aux gens qui étaient ici. Et puis, au fur et à mesure, Simon, notamment l'ancien directeur, a tout fait pour que je puisse avoir un contrat. Et donc, j'ai pu le signer. Et là, maintenant, moi, je partais les pas, quoi. Ils m'ont accepté, maintenant, je reste. T'es boulonné là. Elle s'accroche. Elle va s'accrocher. Et toi, Alexandre, est-ce que tu as travaillé dans un projet comme ça avant ou... À la sortie de mes études, j'ai travaillé dans une ONG, mais c'était pas non plus une coopérative, mais c'était quand même... un peu plus gros dire, quand même, non? Non, c'était non plus petit justement. Ah, plus petit. En fait, c'était un projet Erasmus+, donc pas lié au fait de partir en échange universitaire, mais avec le fait de, quand on est en jeune européen entre 18 et 30 ans, de pouvoir se rendre dans un autre pays de l'UE pour justement participer à ce genre de structure, donc ici une ONG. Et c'était en fait le but d'organiser des chantiers solidaires un peu partout en République tchèque, ça se passait à Prague. Et donc on va dire, là j'avais déjà un peu appris à interagir avec des bénévoles. Mais Et t'es resté longtemps à Prague? Je suis resté une année là-bas. Ah oui, donc tu parles un peu tchèque ou... Ouf, c'est Non. terrible. C'est trop Quelques mots difficile. comme ça, les langues slaves, c'est pas facile à apprendre. Ouais, j'imagine. Mais oui, donc une coopérative, je vais dire, de distribution alimentaire, ça c'est une première. Et le nom de l'ONG, c'était comment? Ça s'appelait Inex SDA. Ok. Au niveau des partenariats avec les producteurs locaux, est-ce que vous faites encore du démarchage ou est-ce que maintenant, avec le roulement, c'est seulement des producteurs qui viennent vous voir? Il y a un mix des deux. Vous continuez quand même Un mix des deux, oui. Quand on démarche un petit peu, quand on a un retour ou l'autre, voilà, on cherche aussi de notre côté, suivant nos critères et ce dont on a besoin. Et voilà, ça on le fait encore, et puis comme on expliquait tantôt, on a la chance aussi que voilà, on vient frapper à notre porte régulièrement et pour proposer des nouveaux produits, des choses comme ça. Donc voilà, il y a un mix des deux en fait. Puis on a parfois aussi des bénévoles qui viennent avec des idées Ah oui. pour certains produits. Donc, après c'est à nous d'approfondir et de voir si on le rentre ou plus. Et pour faire un peu un panel des producteurs qui sont proposés ici à Cœur du Village, quels sont les différents domaines? Il y a tout. Ouais. Il y a de tout. Donc fruits, légumes, viande, viande, céréales, confiserie, confiserie. le vrac, mais c'est pas particulier.
directeur. Mais oui, la charcuterie, du coup, il y a un panel de tout ce qu'on peut retrouver un petit peu dans un magasin d'alimentation. De l'huile aussi? Ouais. De l'huile, Ouais. On a une des olives, centaine de producteurs. Oui, 120 producteurs Ouais. plus ou moins. Ah oui, 120. Ouais. 120 plus ou moins. Même dans les cosmétiques. Ah. C'est ça, il y a aussi dans du non-alimentaire. Donc par exemple avec Formi qui est basé à Bertry, je pense. Puis on a la petite savonnerie là, Midi. Montmédy. Ouais. Oui, donc c'est très vaste. Hein. C'est très vaste. Et vous direz que le rayon de kilomètres de ces 120 producteurs, c'est en moyenne combien? Ça, c'est une bonne question. Vous On a n'avez pas jamais fait une une analyse stat. spatiale? On est dans la région, mais on s'étend quand même pas mal du côté avec le réseau paysan, par exemple. Qui est Ah, bah justement, j'en ai entendu parler avec Peter. Ah bah oui, Parce oui, que- évidemment, c'est un acteur du réseau paysan. Ouais. Oui, voilà. Donc on a la chance qu'on est... donc on Et travaille... il m'a parlé aussi de la grappe d'or, il m'a dit faut aller à la grappe d'or. Oui, donc voilà, on travaille avec le réseau paysan qui nous redistribue une grosse partie des produits locaux. Donc eux aussi vont chercher du côté de rang 2, tout ce coin-là, donc c'est un petit peu plus haut. Et nous, en interne, c'est tout ce qui touche vraiment dans le coin ici. Et puis, bah oui, on va vers la France, comme je disais tantôt, un peu pour les fruits avec Laurent Tonin, Herbeville-Saumeuse, auprès du lac de Madine, donc à une centaine de kilomètres. On va même chercher des champignons à Vireux-Molin, donc il y a la frontière près de Givet. Voilà, donc on va chercher un petit peu loin de ce qu'on ne trouve pas tout près, mais le gros est centralisé quand même par le réseau paysan. Et il y a parfois certains producteurs qui apportent directement leurs produits ici. Oui, Oui. oui. Ça, c'est la minorité, non? Ben oui, parce que là maintenant c'est quand même fort centralisé par le réseau. Ouais. Donc c'est une chance aussi pour le producteur de pouvoir, de ne pas devoir se déplacer. Et c'est une chance pour nous de pouvoir, le jeudi quand on réceptionne... C'est tous les jeudis vous recevez la collecte du réseau paysan? Tous les jeudis une livraison. Et donc tout est centralisé. Donc Ouais. c'est quand même voilà, un gain de temps pour tout le monde. Et ça, vous avez du coup avec Réseau Paysan un peu une centrale d'achat ou On a un e-shop. un e-shop? Ok. Donc ça, vous encodez ce que vous avez besoin et Donc le lundi et livraison le jeudi. ok. Voilà. Donc ça marche super bien. Ça, c'est une bonne plateforme. Enfin, vous en êtes content? Tout à fait. Et puis un temps, tout au début, ça s'appelait pas réseau, c'était solidairement, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ça a été basé à Libramont. Et il y avait moins de producteurs, donc nous aussi on devait aller avec nos bénévoles chercher des produits à gauche, à droite, où les bénévoles venaient, puis ça s'est très vite mis en place avec Libramont et puis le réseau là, qui est maintenant à Marbehan. Et voilà, oui, non, c'est vraiment une belle plateforme. Ouais. Une belle plateforme, une belle vitrine pour les producteurs, une facilité pour eux, mais une facilité pour nous en fait. Les gens n'ont pas accès à la liste. Ouais, ok. Non, c'est uniquement pour les magasins. Ouais. D'accord. Pour parler un peu de la communication, du coup, ce sera plus une question pour Lisa. Comment ça se passe au quotidien, le travail de la communication au niveau de la coopérative? Quand je suis arrivée, il n'y avait pas beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux. Nous, on a plus une population qui utilise, au niveau des clients, qui utilise Facebook. Donc, on est plus sur Facebook. Et au quotidien, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Parce qu'il faut toujours chercher des nouvelles idées, publier. Il faut savoir en dire assez, mais pas trop, parce que quand c'est trop long, les gens ne lisent pas. Donc on apprend petit à petit à savoir ce que les gens aiment regarder, aiment lire. Et on remarque par exemple que les photos, vidéos, ça marche beaucoup mieux que quand c'est des textes. Ouais. Ou alors mettre une photo et un texte, mais pas que un texte. Voilà. Mais on a de plus en plus d'interactions sur les réseaux sociaux, donc c'est chouette aussi. Et on voit bien que ça marche parce qu'il y a des gens on publie, et puis on a des gens qui viennent après en magasin. Oui, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même un certain engouement. Et ça, sur votre page, vous avez combien de personnes qui vous suivent? On a combien? Je sais pas trop ça. 1000 aidés. Ok. Un peu plus de 1000. Ouais. Si vous deviez décrire une semaine type à Cœur de Village?
Impossible. Impossible. Il y en a Ça pas. change tout le temps. Il y en a. Il y a des imprévus sur le sens. Un jour, on vous appelle pour une interview. Demain, on ne sait pas. En fait, c'est un peu ça. C'est juste que la constance dans la semaine, c'est le camion qui viendra livrer le jeudi matin. Et les commandes. Oui, et les commandes. Les commandes et le reste, plein de choses viennent se mettre autour chaque jour. Et Les imprévus, qu'est-ce que ça peut être il y a Un plein frigo qui d'imprévus. tombe en Voilà. panne, Ah oui. Un frigo un qui tombe en bénévole qui panne, n'est pas là. Un bénévole qui n'est pas là. Enfin, il y a plein de choses. Une livraison qui n'arrive pas. Oui, il y a plein de choses. Comment on a préparé. Enfin, il y a plein de choses à faire. C'est ça qui est aussi la beauté de notre travail à nous, c'est que c'est pas. Oui, il n'y a pas de routine. Il n'y a aucune routine, aucun jour, un peu le lundi matin, parce que voilà, le lundi matin c'est la fermeture, c'est les commandes. En fait, la les seules routines qu'on a, c'est ouverture, fermeture, parce qu'on fait tout le temps la même chose à l'ouverture et à la fermeture, mais au milieu. Et qu'est-ce que vous faites à l'ouverture et à la fermeture? On prépare tout pour ouvrir. Ok. Tout ce qui est cuisson des pains. Cuisson. Ah, vous cuisez des pains ici? Oui. Oui. Caisse, découpe, mise en ordre du magasin, des légumes. Une remise en ordre complète du magasin à l'ouverture, évidemment. Et le soir, rebelote, la remise en ordre, une partie de la remise en ordre pour le lendemain, pour celui qui ouvre, hein, puisqu'on travaille, enfin, je fais souvent les ouvertures, mais on travaille quand même en alternance. Donc, voilà, donc, il y a énormément de travail si on veut que le magasin soit toujours bien en ordre. Hein, Et le pain que vous cuisez ici, il vient d'où? Enfin, c'est... Chez Pain et Tradition au Luxembourg. Ok. Et on a aussi tous les mardis, on a la boulangerie Gachoira Chachini, qui là c'est du pain au levain. Et là, ils nous amènent le pain directement cuit. Autrement, on cuit tous les jours ici. Et là, pour Gachoira, les clients peuvent aussi commander? Oui, on Ouais. passe souvent c'est sur commande, et puis on en a quelques-uns en rayon aussi, pour éviter d'avoir trop de pertes. Ouais, ok. Et ça, au niveau... Enfin, quand vous arrivez avec un nouveau produit dans la coopérative, pour essayer de gérer justement le stock, vous faites d'abord des tests et puis... Oui, c'est ça. En fait, dès qu'un nouveau producteur arrive, on essaie toujours de les faire venir généralement un samedi matin pour qu'eux puissent présenter leurs produits à notre clientèle. Et je pense que vous avez remarqué que les personnes qui faisaient ça, il y avait un bien meilleur retour sur leurs produits que quelqu'un qui viendrait... Enfin, que sinon, nous, on rentrait un nouveau produit sans qu'il y ait, allez, je veux dire, ce côté rencontre entre producteur et client, quoi. Et ça, vous l'annoncez aux clients? Enfin, je vois, vous envoyez Oui, une on le annonce? met sur les réseaux sociaux. Ok. Et on essaye toujours aussi, même par faire des affiches, des flyers qu'on met dans le magasin. Et ça marche bien. Les dégustations du samedi matin. Ah, c'est chaque samedi? Non. On essaye Chez lui. 1 ou 2 samedis par mois. Ok. Et ça permet aussi aux clients de mettre un visage sur le producteur. Oui, mais oui. Et d'avoir un contact en direct. oui, c'est important. Ouais. Que si tu mets ton produit en rayon, Ouais, c'est pas la même t'as pas chose. d'explication, t'as pas de vue, enfin t'as rien. Quoi. Ouais. Même si le produit a toute une histoire, elle n'est pas marquée dessus. Quoi. Non. Donc, c'est très important, on a vu que ça fonctionnait super bien comme ça. Et le producteur est aussi content de venir expliquer son travail. Et vous voyez que le samedi, il y a plus de gens grâce à ça ou... En partie, oui. Oui. En partie, oui, quand même. Ouais. Ok. Ouais, tout à fait. Et puis bien sûr, le grand avantage, c'est qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur pour un produit que son Ah bah c'est producteur. clair, c'est lui qui connaît vraiment son produit, qui peut vraiment bien l'expliquer. Ouais. Donc c'est important de leur donner la parole aussi, je pense. C'est la meilleure vitrine possible. Oui. Est-ce que vous pensez que le modèle de cœur de village, il est applicable partout? Moi, je dirais que non. Parce qu'ici, on a eu cette chance d'avoir, je vais dire, beaucoup de citoyens qui sont mobilisés pour garder de la vie dans leur village. Mais il faut avoir ce noyau de citoyens et je ne sais pas s'il est présent partout. Donc, je dirais plutôt non, personnellement. Je te rejoins aussi, oui. Parce qu'on avait en fait, on a eu la chance avec la coopérative Cœur de Village, c'est qu'il y avait un magasin existant. Donc il y a toujours eu un magasin à Bellefontaine. Oui, c'était connu, le fait qu'il y ait... Oui, après 35 années, un lieu. on a un tout petit peu connu. Et donc le magasin existait, il a fermé, on a fermé très rapidement. Et il n'y avait plus rien, quoi. Et donc ça allait un petit peu, même si c'était pas le même projet, ça allait un peu dans la continuité. Et donc les gens n'attendaient qu'une chose, c'est que ça redémarre. Donc, c'est complètement différent quand il faut démarrer une activité nouvelle à un endroit où il faut Peut-être du coup pour faire évoluer un commerce existant, là c'est plus facile sans doute.
et aussi d'avoir le soutien. Beaucoup plus simple, il y avait déjà quand même une clientèle qui existait. Hein. Donc moi, j'ai rencontré dès l'ouverture de la coopérative tous mes clients, je veux dire, tous nos clients. Est-ce que tu trouves que la clientèle a fort évolué par rapport à ce que tu avais avant? Oui. Ouais. Oui, évidemment. Oui. C'est plus du tout les mêmes personnes ou... Si, il y en a certains, mais... Il y en a encore beaucoup, ouais. Mais il y a de nouvelles personnes parce que le projet est différent. Ouais. Donc on n'attirait pas les mêmes personnes si on n'avait pas le local. Ouais. On ne pouvait pas. Donc voilà. J'ai essayé, je me suis fait redresser. Et voilà, oui, c'est différent comme concept. Donc oui, on a gardé beaucoup de clientèle quand même, mais on en a énormément aussi de l'extérieur que je ne connaissais pas. Oui, oui, tout à fait. Vous pensez que du coup c'est quoi la clé pour arriver à mener un projet comme ça, mis à part le fait d'avoir un lieu et que ce soit plus ou moins connu Le travail. Oui, Constant. le travail, Le travail constant, Se de la remettre en rigueur. question. Ouais. essayer de faire évoluer les choses, Oui, pas rester sur des acquis. Non, Ouais. rien n'est acquis. Il faut les faire évoluer, il faut innover. Il faut quand même toujours trouver, pas toujours trouver des nouvelles choses, mais trouver des nouvelles animations, des nouveaux partenariats, etc. Et puis de la rigueur aussi dans son travail. Quoi. Ça, c'est la clé du succès, je vais dire. Je pense aussi que ce qui permet de mener à bien ce projet, c'est je vais dire, le côté indépendance de Cœur de Village, où on a cette chance déjà de pouvoir posséder le bâtiment, je vais dire le lieu d'exploitation, ou alors on n'a pas énormément de contraintes. Et puis également par rapport à un magasin de la grande distribution classique, où allez, je vais dire, chaque nouveau produit qui voudrait rentrer doit d'abord être approuvé par la centrale d'achat. Ici, on ne dépend pas d'eux, donc on a vraiment cette agilité qui nous permet de mettre les produits locaux. Là, au en niveau avant. de l'AG, c'est pas eux qui décident la mise en rayon des produits? Ah ben non, parce que des produits, on en rentre peut-être un nouveau quoi tous les mois, et l'Assemblée Générale, c'est une fois par an, donc il y aurait en gros décalage. Ce serait un peu long à la détente. Mais du coup, au niveau de l'AG, quelles sont les décisions que eux prennent, à part juste valider les comptes? J'ai pas encore fait l'Assemblée Générale, mais oui, il y a validé les comptes, bien sûr, mais je pense que quand le résultat est positif, ils demandent peut-être quoi faire de l'argent, non? Oui, je ne pense pas que ce soit encore réellement bien posé, mais aussi valider des nouveaux projets, une extension quelconque, qui financièrement est quand même assez élevée ou quoi, voilà, présenter les nouveaux projets, et voilà, donc ça je pense que c'est à tous les coopérateurs ont leur mot à dire, donc l'AG sert à ça aussi, hein. C'est surtout ça, je pense, en tout cas jusqu'à maintenant. Nous remettre nous en question. Parce que nous, on est tout le temps dans le mouvement du magasin et eux qui sont à l'extérieur. Ils ont plus de recul. Ils ont plus de recul face à la situation aussi. Et est-ce que pendant les AG, il y a des coopérateurs qui proposent des idées ou Oui, ouais. Ça arrive. C'est pas courant, mais ça arrive quand même. Ouais. Vous ne pourriez pas faire ceci, cela. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été finalisés suite à l'idée d'un coopérateur ou... À ma connaissance comme ça, non. Je ne pense pas maintenant. Je pense que l'AG fait aussi quelque part confiance au groupe de travail des employés, du conseil d'administration, etc. Et des idées sont déjà venues, voilà, ça ne revient pas comme ça, mais pas concrétisées en tous les cas, je ne pense pas. La mise en place des panneaux solaires, non? Ça venait pas de coopérateurs à la base. Oui, c'est pas si mal. C'est déjà pas si mal, effectivement. Oui. Et ça, les panneaux solaires, ils sont déjà présents? Oui. Et ça vous permet d'être en partie autonome? En partie, oui. J'ai un peu regardé la consommation récemment. Ça couvre plus ou moins 60% des dépenses ces mois-ci. Oui. Quand c'est l'été, à mon avis, c'est un pourcentage plus élevé. Mais donc, pas encore 100% autonome, il me semble. Mais ça couvre déjà une bonne partie. Et c'est sur toute la toiture, enfin c'est quelle surface? Ou ça, je ne sais pas. Il y a une centaine de panneaux. Ah oui, quand même. 110 je crois, sur le toit du garage et sur le toit existant ici au-dessus. Parce qu'il y a une partie... Oui, donc c'est quand même une belle production. Ah oui. Mm-hmm. Pour conclure, je vais vous demander à chacun un livre qui a marqué votre vie et une personne qui a marqué votre vie.
pouvez en donner plusieurs. Parfois, les gens me disent un, c'est pas assez. Ouais. Un livre, là. Réfléchis aussi. Notre vie professionnelle. Ce que tu veux. Ce qu'on veut. C'est à toi de décider si c'est ta vie professionnelle ou ta vie personnelle. Moi, il n'y a pas une personne vraiment qui a marqué ma vie professionnelle. Mais moi, c'est un petit peu les gens, certains acteurs du village qui m'ont marqué professionnellement. Il faut savoir que quand moi j'étais gamin, on avait énormément de magasins dans le village, j'avais 5 ou 6 magasins, et tous ces gens qui faisaient un travail beaucoup plus compliqué que nous, parce qu'ils n'avaient pas les modalités que nous on a maintenant non plus, mais avaient déjà instauré un petit peu la convivialité, l'esprit familial, etc. Et je me rappelle que moi, quand j'ai Ouais, il y avait plus d'entraide, non? Il y avait beaucoup plus d'entraide. Il n'y avait pas non plus toutes les grandes surfaces comme maintenant. Hein. Mais moi, quand j'étais gamin, mon bonheur, ou même quand j'étais adulte, mon bonheur, c'était d'aller faire les courses pour mes parents le samedi et de pouvoir rencontrer des gens et, au magasin et discuter. Enfin, il y avait un esprit qu'on retrouve maintenant à cœur de village. Et c'est peut-être ça qui m'a donné aussi l'envie de reprendre le commerce, parce qu'on avait repris... On a repris un commerce qui existait déjà de génération en génération dans le bas du village, qui était sous l'ancienne Courtéo à ce moment-là pour les... Courtéo? Courtéo, vous n'avez pas connu, vous autres? Non. Mais bon, c'était un magasin qui existait de génération en génération, quoi. Et donc quand la dame a terminé en 86, nous on a repris le relais, parce que mon épouse n'avait pas travaillé à ce moment-là, on trouvait que c'était un projet... Un petit peu comme ici en fait, on trouvait que c'était un projet magnifique, qu'il y avait une osmose entre les gens du village. Ça m'a marqué, c'est pas une personne en particulier, mais... C'est l'ambiance que tu as retrouvée. Oui, l'ambiance que j'aimais à ce moment-là et que j'ai retrouvée dans le... Tu l'avais perdu pendant les 35 ans de... Pas pendant les 35 ans, mais sur les 10 dernières années. Ouais. Oui, parce que tout a changé, évidemment. Tout s'est informatisé, on voyait plus grand monde de nos directeurs. Enfin, je veux dire, il y avait plus d'interaction. Il n'y avait plus d'interaction. Donc oui, les 10 dernières années, c'était vraiment... c'était même plus agréable. Quoi. Ouais. On était un petit peu pressés comme des citrons au niveau des prix de vente, au niveau des marges, au niveau des frais fixes. Enfin voilà, ça devenait très compliqué. Les années 85, 90, 95, c'était les belles années, entre guillemets, et puis après, voilà, ça devenait trop compliqué. C'est pour ça aussi qu'on a décidé d'arrêter le but en blanc, parce que voilà, c'était... ça ne rentrait plus dans nos valeurs, en tous les cas. Et un livre qui a marqué ta vie, je ne sais pas si tu lis un peu, ou... un film, pardon. Je ne sais pas. Tu sais pas? Il n'y a pas de film, même récemment, un film récent qui t'a plu? Non, non plus? Non. Non? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, je regarde pas beaucoup la télé. Non? Donc voilà, je vais très peu au cinéma. Non. Il n'y a pas quelque chose que tu pourrais transmettre aux gens Non, il y a un film que je voudrais bien aller voir, mais je sais plus Ah. le titre. C'est sur les Vosges. Ah, mais je suis allé le voir, Le Chant des Forêts, c'est magnifique, vas-y. Je vais jamais au cinéma. Ouais, vas-y, oui, Même Le Chant des Forêts, ça vaut le coup. Oui, c'est magnifique, ça vaut vraiment le coup. Mais c'est vrai que bizarrement, je vais très peu aussi. On va très peu au cinéma. Donc, Mais non, mais c'est une bonne idée. C'est voilà, donc je pense que c'est un bon choix. Voilà. Pour ma part, j'ai eu un peu l'occasion de réfléchir. Je dirais dans un emploi précédent, il y avait mon ancien directeur qui, je trouve, était quelqu'un de très juste, qui pouvait toujours un peu poser ses décisions et avec qui je m'entendais assez bien, mais qui était aussi très professionnel et qui, je trouve, pouvait vraiment insuffler pendant une vision. Et donc voilà, il s'appelait Nicolas et je trouve que c'était vraiment quelqu'un de bien. Et quand je me dis comment je serai quand j'aurai son âge, parce qu'il était un peu plus âgé, j'aimerais bien être un peu comme Nicolas, mon ancien directeur.
Et pour un livre qui m'a marqué, je vais plutôt donner un conseil de lecture. Ça s'appelle Rouge Brésil, et donc c'est l'histoire d'un projet raté des Français. Donc en tant que Belge, ça va déjà vous plaire. Et en fait, ils avaient pour projet de coloniser la baie de Rio de Janeiro. Et ils avaient commencé à développer une colonie, mais ça se passe pas très bien. Il y a beaucoup de problèmes sur place entre différentes ethnies religieuses, des catholiques, des protestants. Ça se passe au XVIIe siècle ou... C'est dans ces eaux-là, oui, c'est le grand moment des colonies en Amérique, où les Européens essayent de s'implanter. Et puis, comme vous le savez, aujourd'hui, le Brésil, c'est pas français, c'est portugais. Et... Il y a juste la Guyane. Oui, c'est ça. C'est plus petit. Beaucoup plus petit. Donc voilà, c'est une période historique que j'aime bien. Donc, et en plus, je pense qu'il a gagné un prix Goncourt au début des années 2000. Donc, tout bon livre. Parfait. Moi, je pense que sur le plan professionnel, j'ai 2 personnes qui m'ont marqué. Je vais me faire engueuler s'il est là, mais je pense que c'est Bernard et l'ancien directeur Simon. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, je pense que ça a été un peu les 2 piliers et mes repères dans le magasin. Et ils m'ont presque tout appris ici. Et j'ai encore des choses à apprendre, j'en apprends toujours. Mais je pense qu'avec Bernard, avec tout son parcours professionnel, il m'a appris et il m'apprend encore pas mal de choses. Et la régularité, le travail bien fait. Et Simon, il m'a aussi beaucoup aidé sur le plan personnel. Je pense que c'est devenu un ami. Et c'était 2 piliers du magasin. Et c'était 2 repères dans le magasin. Et en termes de livres, Non, pas de lecture non plus. On n'a pas le temps. On lit les papiers, c'est tout. Sur le lit, on est fatigué. Un film alors? Un dessin animé? Un dessin animé. Le chant des oiseaux? Non, je sais pas. Je sais pas. Quand j'ai du temps libre, je fais pas trop TV, pas trop Non. libre. Pas d'exposition ou de la musique, une musique qui t'a marqué? Non? Pas de musique non plus? Sur tout ce qui bouge, faut que je bouge quoi. Un sport qui t'a marqué? Ça fait quelques temps là, notamment grâce à Simon, qui m'a donné aussi l'envie de courir. Donc j'ai commencé, ça fait 1 an que je fais pas mal de courses à pied. Et donc ça permet... J'ai appris qu'il faisait de l'ultra trail. Oui. Et ça donne envie. Ah, tu aimerais bien faire des ultra trails? Ça donne envie. Ça fait un peu rêver aussi. Donc on travaille pour, et c'est aussi un des objectifs dans la vie privée. Ouais, moi j'en ai déjà fait aussi et c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Je pense que c'est un truc qu'il faut vivre et qu'il faut faire. Après, il faut aimer parce que c'est vraiment dur, donc si on n'aime pas, si t'es dedans, je pense que ça doit être. Mais si t'aimes, c'est vraiment. Tu vis des émotions qui sont exceptionnelles, qui sont incomparables dans la vie de tous les jours. Je pense que tu vas chercher des émotions et des choses en toi. Ouais, et vraiment, quand tu finis la course, t'as l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Et d'avoir vécu des trucs qu'on vit pas dans la vie de tous les jours. Et même avec les participants, souvent entre elles, il y a plus de cohésion et plus d'entraide, si on est moins bien pendant la course. Et c'est vraiment, c'est des expériences qui sont marquantes. Donc voilà, je ne lis pas, je ne rêvais pas aussi. Eh ben, on conseillera de faire de l'ultra trail alors. Eh ben, merci beaucoup à tous les 3. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner. C'est ce qui permet au podcast de se développer. Et si jamais vous souhaitez participer ou que vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à me contacter. C'était Louis Delattre. À bientôt.